Ciné. Bonsoir. Attends. Il fait ultra chaud là-dessous. Plus jamais je fais une intro avec ça. Bon, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la saga Scream. Je pense que vous l'avez capté au vu de l'intro. Surtout que Scream 6 est sorti le 8 mars dernier au cinéma. Et je suis allé le voir. C'est la première fois que j'allais voir un film d'horreur au cinéma. Donc j'ai envie de vous en parler tout de suite. Donc la saga Scream, c'est parti. Donc avant de vous parler de Scream 6, il faut savoir donc que logiquement il y en a eu 5 avant et que faut peut-être vous remettre un peu dans le contexte. À la base, Scream, c'est quoi? On commence Scream avec Cassie Baker qui est une adolescente qui est toute seule chez elle un soir et qui décide de regarder un film d'horreur. Jusqu'à ce qu'à un moment où elle reçoit un appel inconnu et elle décroche, évidemment, ou au téléphone, quelqu'un lui demande de répondre à des questions sur les films d'horreur et si elle répond mal, son petit ami se fait tuer devant elle. Bon, comme c'est un film d'horreur, vous devinez ce qui se passe. Son copain se fait tuer et elle aussi par la même occasion. Et c'est donc la naissance du tueur de Woodsboro, qu'on appellera aussi Ghostface. Quelques heures ou même quelques jours se passent et à un moment, le tueur de Woodsboro commence à vouloir s'en prendre à Sidney Prescott, une adolescente, tout comme Cassie Baker. Sauf qu'à la différence de Cassie Baker, Sidney sent que la personne qui est derrière ce masque est tout simplement quelqu'un de son entourage. Et le problème, c'est de savoir qui. Est-ce que c'est son petit copain Billy? Est-ce que c'est quelqu'un de ses amis? Que ça soit sa meilleure amie Tatum, son frère Dewey ou Dewey si vous le regardez en français. Ça peut être aussi Stuart, qu'on appellera Stewie, Randy, le pro des films en général, que ça soit horreur ou cinéma en général, ou même la journaliste Gail Weathers, ou encore son père qui n'est jamais là. Bref, dans cette histoire, tout le monde est suspect et le but c'est de savoir qui est le coupable avant que la tuerie continue. Ce film date de 1996 et honnêtement, je trouve vraiment bien. L'histoire est bien, l'intrigue est posée, il y a des petits moments de tension, enfin c'est assez cool et un assez bon moment à passer. Malgré que, bon, si j'ai un bémol à mettre, c'est que le Ghostface c'est con, putain, pardon, mais il est un peu idiot là-dedans. À la fois, il tue, il arrive à tuer, mais bon, c'est pas une menace. T'as l'impression que c'est pas une si grande menace que ça, donc c'est un peu bizarre. Ensuite, un an plus tard, est sorti Scream 2. Et là, on va rajouter un autre truc qui va être primordial pour la suite de la saga, c'est que dans ce Scream 2, on y ajoute l'apparition de la saga Stab. La saga Stab, donc ça veut dire poignard, poignardé, je sais plus. Mais bref, donc dans ce film est fait un film, Pulpception, t'as vu, sur l'histoire de Sidney Prescott. L'histoire qui s'est passée dans les premiers opus. Enfin, dans le premier opus. Et évidemment, on a toujours Ghostface, donc un nouveau tueur qui sévit à Woodsboro. Et par rapport au premier opus, alors, niveau scénario, je trouve un petit peu moins bien que l'original. Cependant, il y a quand même des scènes très intéressantes, notamment quand tu as des personnages qui se font poursuivre dans des espèces de studios de musique, je crois, je sais plus, par le Ghostface, qui, dans celui-là, est quand même plus intelligent, un peu plus violent et c'en est un peu plus agréable. Donc scénario on est un petit peu en dessous, mais niveau crédibilité on a monté un petit peu, donc c'est vraiment une bonne suite. On passe à Scream 3 qui sort en 2000. Là par contre c'est un peu moins bien. Niveau scénario on a encore un petit peu descendu. Je trouve que ce Ghostface là est moins bon. Donc ouais, tout est un peu moins bien dans celui-là. Ça reste un bon moment, mais il vaut pas les deux premiers. Le 4 est sorti en 2011. Et donc c'est un espèce de remake de l'histoire originale. C'est peut-être avec le 3 le moins bien de la franchise. Ils sont un peu en bataille pour pas être moins bon quoi. En fait ce qui me dérange dans le 4 c'est que il y a beaucoup trop de sang. Alors oui, c'est un film d'horreur, c'est normal qu'il y ait du sang, mais faut que ce soit mesuré, je suis désolé, genre c'est limite si le gars il se coupe le doigt et puis t'as 3 litres de sang qui sort. Faut arrêter d'exagérer à un moment, tu vois. Le mec est allé dans l'exagération complète. En revanche, la scène finale dans l'hôpital et le mobile du tueur sont plutôt cohérents et je préfère ce dénouement-là par rapport au dénouement du Scream 3. Donc ouais, pareil, mitigé mais pas mal quand même. Et donc l'année dernière, je sais plus si je l'ai dit, mais Scream 4 c'était en 2011. Tu l'as déjà dit. Donc 11 ans après le 3, et là on a encore, bam, attendu 11 ans pour avoir un Scream 5, il est sorti en janvier dernier. Et celui-là, on part sur toute autre chose. C'est un Scream
New Generation, un nouveau casting en fait. Alors, on a toujours quand même nos personnages principaux de la trilogie originale des films originaux, enfin ceux qui restent hein, quand même, parce qu'il y a eu quelques-uns qui se sont fait couper entre temps. Mais on a une nouvelle génération d'acteurs portés donc par les sœurs Carpenter. Sam qui est joué par Melissa Barrera et Tara interprétée par Jenna Ortega. Je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Et honnêtement, c'est important de voir celui-là pour voir le 6. Si t'as pas vu celui-là, ça reste quand même pas grave, tu passes un bon moment devant, mais pour être vraiment dans le contexte, je te conseille de voir le 5e opus. En plus, je trouve pas qu'il est à la hauteur de l'original, qui pour moi est le meilleur jusque-là, mais il est quand même vachement cool. Déjà parce que j'aime beaucoup Jenna Ortega, je trouve qu'elle joue vraiment ultra bien. Je trouve que c'est au niveau de son jeu de regard, elle est vraiment douée là-dedans. Et puis même, je trouve qu'il y a eu quelque chose d'intéressant par rapport au Scream précédent, c'est le développement fraternel qu'il y a entre donc Tara et sa sœur, et le développement de chacun de ces personnages qui, de leur côté, vivent pas les événements de la même manière, ont chacun leur histoire, et je trouve que dans les autres crimes, on n'a pas eu des personnages aussi développés. Par contre, il n'y a que ces deux-là, hein. Les autres, ils font office un peu de figurants où ils permettent de débloquer une situation, mais mine de rien, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis là, on a un Ghostface qui est quand même relativement propre, relativement sérieux, relativement dangereux, donc ça reste quand même très cool. Ah oui, dernière information avant de passer à la critique de Scream 6, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là quand même. Il faut savoir que cette franchise est, comment on peut appeler ça ? J'ai envie de dire une caricature. Ce sont des films qui vont respecter, on va dire, les clichés de l'horreur et du cinéma en général. Dans le premier, on avait tous les clichés du film d'horreur. Et d'ailleurs, ils sont explicitement racontés par Randy dans le premier. Et ensuite, on sera plus dans les clichés du cinéma, avec donc dans le 2 la suite, le 3 la trilogie, le 4 le remake, le 5 c'est le reboot, et là dans le 6, vous allez voir. C'est bon, vous avez tout pour être dans le contexte, on peut y aller maintenant. Allez, Scream 6, c'est parti. Scream 6, de quoi ça nous parle? On continue à suivre la vie de Sam et Tara, mais qui cette fois se déroule à New York. Il faut savoir que pour un Scream, c'est la première fois qu'on sort de Woodsboro. Alors vous allez me dire, oui mais dans le 3 on n'était pas totalement à Woodsboro, on était dans les studios d'Hollywood, tout ça. Certes, mais c'était sur le tournage d'un film Stab, et on était dans les décors de quelle ville? De Woodsboro. Merci à tous, ça dégage. Là, c'est vraiment New York, c'est pas... des décors de Woodsboro, machin. Non, il y a quasi pas lien à Woodsboro. D'ailleurs, les personnages principaux ne veulent plus entendre parler de cette ville. Ils sont à New York, ils veulent faire leur vie à New York. Sauf que le malheur va les suivre et Ghostface va être de retour dans cette ville. Et le truc, c'est que quand t'es dans une si grande ville avec autant de personnes, personne t'entend crier. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en fait c'est logique, puisqu'il y a tellement de gens que tu peux pas faire attention à tout. Donc pour ce qui est du casting, toujours les mêmes, par rapport aux 5, donc Melissa Barrera et Jenna Ortega qui jouent les sœurs Carpenter. D'ailleurs je me demande si le nom de famille Carpenter c'est pas un hommage un peu au maître de l'horreur, si je puis dire, John Carpenter, qui a fait notamment les films Halloween. Donc va falloir que je me renseigne là-dessus, mais c'est franchement probable. On retrouve les frangins Chad et Mindy, joués respectivement par Mason Goodings et Jasmine Cyberbrand. Dans les anciens personnages, on n'a pas Sidney Prescott, puisque Neve Campbell n'a pas voulu jouer dans ce film parce qu'elle trouvait qu'elle était payée pas assez cher. Ok meuf, super. Donc vous verrez dans le film qu'ils l'ont un peu éclipsée d'une manière rapide, genre où est Sidney? Elle est pas là. Voilà, terminé, ça dégage. Mais on a toujours Courtney Cox qui joue Gail Weathers. Et c'est totalement logique puisqu'on apprend dans le 5 qu'elle est partie faire son taf à New York. Donc la retrouver à New York, c'est normal. Et dans les personnages revenant des opus précédents, nous avons Hayden Panettiere qui joue Kirby Reed, qu'on a pu voir dans Scream 4. Et cette fois, Kirby Reed a évolué et travaille maintenant au FBI. Évidemment, comme dans chaque opus, il nous faut des nouveaux personnages qui servent également de nouveaux suspects. Nous avons donc Queen, qui est décrite comme une étudiante sexuellement épanouie, et également coloc de Sam et Tara. Elle est jouée par Liana Liberato. Nous connaissons également son père détective, que vous avez pu voir dans la série Prodigal Son. D'ailleurs, il va falloir que je vous en parle parce que cette série est tout simplement une masterclass. L'interprète, c'est
c'est Delron Mulroney. Et nous avons deux autres étudiants. Nous avons donc Ethan qui est joué par Jack Champion et Annika par Devin Nekoda. Au niveau des codes cinématographiques que nous avons respectés, donc nous avons eu Scream 5 qui était un reboot là, nous sommes dans le 6 et nous sommes dans le cadre de la franchise. De la saga, si vous préférez. C'est une manière de vous dire que peu importe ce que vous ferez, peu importe qui vous êtes dans l'histoire, que vous soyez un personnage principal, secondaire, un simple figurant, vous pouvez être le coupable, donc le Ghostface dans cette histoire, ou une victime. Donc ça veut dire que même si tu t'appelles Samantha Carpenter ou Tara Carpenter et que tu es joué par Jenna Ortega, tu peux mourir à la fin de cet opus. Mais même si tu es un peu sous tension, tu sais très bien que la saga ne peut pas se séparer d'une personne comme Jenna Ortega, étant donné la fame qu'il y a autour d'elle en ce moment. La série Mercredi, la série You, Scream 5, tout simplement. Et tous les projets sur lesquels elle est appelée dans le futur, ce serait une très mauvaise décision de la sortir dès le 6. Mais bon, je vous parle de ça, mais à un moment, il faudrait peut-être que je vous dise ce que j'en pense de ce film. Et bah, j'ai surkiffé, les gars. C'est la première fois que j'allais voir un film d'horreur au cinéma et j'ai vraiment adoré ça. Alors, vous me direz, oui, il y a plus violent, plus flippant comme film d'horreur. D'ailleurs, j'en ai vu des bandes annonces avant le film. Il y a des films comme Croque-Mitaine ou Evil Dead. Si je vais aller voir, je vais me chier dessus. Et pour le coup, Scream, c'est un peu une parodie des films d'horreur. Et même s'il y a des screamers, des moments de tension et tout, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment cool à voir, quoi. Et honnêtement, il y a vraiment de bonnes choses, hein. Par exemple, vous prenez la manière dont sont développés les sœurs Carpenter, comme on l'avait dans le 5. On continue dans ce sens-là à développer leur relation entre elles, mais aussi chacune de leur côté. Elles encaissent de manière totalement différente les événements qui sont passés dans l'opus précédent. C'est vachement intéressant de le voir comme ça. Et je vous en parlerai certainement dans une séquence spoiler qui arrivera un tout petit peu plus tard. Mais vous verrez que c'est très intéressant pour la suite de la saga. Parce qu'il y a vraiment des choses à exploiter via le développement de ces deux personnages. En plus de ça, il y a vraiment quelques scènes que j'ai trouvées vraiment cool. La première, c'est tout d'abord l'introduction, qui est peu commune par rapport aux autres Scream, mais que je trouve kiffante en fait. En plus, je vous l'ai déjà raconté dans la vidéo sur Babylone, le fait qu'on utilise une seule caméra, il n'y a pas de coupure, il me semble qu'il n'y a vraiment pas de coupure pendant cette scène, où c'est un unique plan séquence où on suit l'acteur, on se doute qu'il va se faire buter, ça crée ce moment de tension, ce moment de flip, et je trouve que c'est plutôt vraiment bien tourné. Donc cette scène d'intro m'a pas mal plu. On a également la scène de la supérette qu'on peut voir dans la bande-annonce, où on voit notamment le Ghostface utiliser un pompe. Alors ça, franchement, ça pose le décor comme quoi c'est quelqu'un qui est sans pitié. C'est comme ça qu'on introduit le vrai Ghostface d'ailleurs dans New York. Il est flippant, je valide totalement. Ça change de ce qu'on avait dans les autres films et cet effet un peu renouveau, un peu évolution de la saga, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Très intéressant aussi la manière dont est fait le lien avec les films Stab. D'habitude on parlait des films vite fait qui étaient bons, qui étaient pas bons, que c'était la suite, tout ça, ou c'était juste des fanatiques de la série, de la saga Stab. Là on est toujours dans le côté fanatique, mais on va pas vraiment parler des films en eux-mêmes. Ça va tout simplement être traité différemment et j'ai vraiment trouvé ça intéressant et ça nous a permis d'avoir un décor vraiment bien pour la scène finale. Mais la meilleure scène de ce film, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus, c'est celle dans le métro. Alors c'est peut-être en concurrence avec la scène qui se passe dans l'appartement de Gail Weathers, qui est vraiment pas mal, mais pour moi la meilleure ça reste celle dans le métro. Je la trouve vraiment ultra cool. Parce que déjà très intelligent d'avoir posé ça pendant la période d'Halloween, ça permet de faciliter les moments de tension. Vous le voyez dans la bande-annonce, on a plein de Ghostface un peu partout, et t'as l'impression d'être observé, et sous pression, tout ça, et il y a vraiment un beau travail sur les jeux sur la lumière, qui te permettent de ressentir ça, d'être sur qui-vive, un peu comme les personnages. Il y a même certains plans de caméra où tu es sur le point de vue d'un des ados qui est dans le métro. Franchement, cette scène, je ne peux pas trop vous la décrire pour pas vous spoiler quoi que ce soit, mais elle est vraiment bien. Elle est vraiment très bien. Et juste pour cette scène, je pourrais vous conseiller d'aller voir ce film. Parce que en plus de passer un bon moment, vous verrez que y a quand même des scènes vachement cool. Enfin, pour le dénouement du film, je vous avoue que j'ai trouvé ça inattendu. Alors, j'avais quand même de gros doutes sur certains personnages, mais pas d'autres. Très intéressant en tout cas. Et surtout, je trouve que le final nous ouvre sur quelque chose. Mais s'il vous plaît, exploitez-le dans Scream 7. Parce qu'il y aura un 7. Je sais plus
quand mais il y aura un 7. Si c'est bien exploité, ça peut donner une toute autre tournure à la saga. Ça risque à prendre vis-à-vis des fans, mais ça peut être vraiment cool. Et surtout, ce serait tellement logique et tellement bien. Je suis désolé, c'est une excellente idée. Je vous en parle juste après en spoiler. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne veulent pas être spoilés, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant. Donc avant de partir, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, enfin bref. Et sur ce, on va continuer en spoiler. Ok, avant de vous exposer ma théorie sur Scream 7, je voudrais revenir sur 2-3 petits points que je peux appeler les seuls bémols de la saga. Enfin, du film. Et bah, bizarrement, il n'y a pas assez de morts. non, sans déconner, il n'y a pas assez de morts. On reparle de Gale Weathers, on la voit quand même se faire transpercer. Une voire 2 fois, et une fois où sale quand même. Et on la laisse un peu entre la vie et la mort quoi. Et les autres personnages, genre, on les bute d'un coup, et elle arrive à survivre. En plus, je trouve que avec ce personnage Gale, voilà, ça fait 6 films qu'on la voit, on a fait le tour du personnage. Je suis désolé, hein, Courtney Cox, ça a beau être un bon personnage, une bonne actrice, c'est un bon personnage là-dedans, dans cette saga, qui est devenu un personnage iconique d'ailleurs, mais à un moment, il faut passer le flambeau. Franchement, je trouve que c'était le meilleur moyen. Surtout que dans Scream 5, tu fais mourir Dewey. Bah, dans le 6, ça aurait été un bon moyen de la faire partir, quoi. Aller rejoindre la seule personne qu'elle aimait. Voilà, c'est un peu décevant. Pareil, Chad qui se fait poignarder au moins 74 000 fois dans le torse et dans le ventre. Qu'au final, on le revoit sortir sur un brancard. Bon, certes, mal en point, mais vivant. Ça fait beaucoup là, non? Même si j'aime le personnage, je suis pas d'accord. Soit tu le fais mourir, soit tu mets pas autant de coups de couteau. Genre, mais faut doser quelque part. Concernant ce point-là, j'ai envie de revenir sur la scène du métro où je trouve qu'il y a une petite incohérence. Après, c'est peut-être moi. La question que je me pose est la suivante, c'est pourquoi Mindy n'est pas morte? Je vous invite à répondre à cette question en commentaire. Mais bon, pour vous remettre dans le contexte, donc la scène du métro, tout ça, un Ghostface qui arrive et il plante Mindy. Mindy qui a un couteau dans le ventre et pas en forme. Ethan qui arrive, qui fait « Oh merde Mindy, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu, je vais t'aider, je vais t'appeler une ambulance. » Et à la fin, on se rend compte que c'est Ethan, un des Ghostface. Donc ma question est la suivante. Si, comme dans le synopsis, on te dit « Une ville où personne ne t'entend crier, que tu as une personne qui s'est fait trancher dans le métro que personne n'a visiblement remarqué, tu la sors du métro, t'es le tueur, pourquoi tu l'habites pas? Pourquoi tu termines pas le travail? Enfin, je veux dire, on a bien réussi à planter dans le métro, pourquoi tu la termines pas là? J'ai pas d'explication, si vous en avez une, je vous le redis, les commentaires, ils sont là pour ça, je les dirai, évidemment. Mais voilà, c'est une question que je me posais. Maintenant, on revient sur la théorie. Maintenant que je suis en spoiler, je peux vous dire la fin. La fin, on sait qui est le tueur. Et le tueur est démasqué, il est au sol et tout, et Sam reprend le masque de son père, Billy Loomis. Le tueur, le premier Scream, le premier Ghostface, elle poignarde notre tueur du 6, qui n'est autre que le père de Kirby, avec Kirby et Ethan. Après, je vous laisse découvrir pourquoi. Mais bref, elle le plante, elle le tue à la manière de son père. Et le truc, c'est que tu la vois faire ça avec tellement de sang-froid, avec tellement de haine en même temps. T'as l'impression que... En fait, t'as l'impression que c'est dans ses gènes. Et que ça la fait se sentir vivante bizarrement, tu vois. Il y a un peu cet aspect-là à la fin. Et l'autre truc qui m'a intéressé également, Tara, à un moment, elle est obligée également de prendre le couteau. Elle bute Ethan. Alors, je sais plus, elle lui donne combien de coups de couteau, ni où, mais elle le bute. Et la manière dont a réagi Tara là-dedans m'a énormément surpris parce que, au début, t'as l'impression que ça dégoûte un petit peu, genre, tu te demandes si elle pleure, et en même temps, si elle rigole, si ça la stimule pas d'avoir fait ça, tu vois. Il y a un truc bizarre dans cette scène. Et donc, j'en viens à ma théorie. Ce qui serait incroyable dans le set, c'est qu'on ait de nouveaux tueurs, mais que cette fois, l'un des tueurs ou l'unique tueur, on peut faire un seul Ghostface pour cette fois, ce soit l'une des deux sœurs, qui après cet événement a totalement vrillé, se rend compte qu'elle aime ça, faire tuer des gens, quoi, et qu'elle se mette à créer une folie meurtrière, tu vois. Franchement, si vous faites ça, je m'adresse directement au réalisateur et au scénariste de Scream 7. Si vous faites ça, je vous en serai éternellement reconnaissant. Oh, et même ce qui serait bien, oh, ce qui serait trop bien, attends, c'est que, donc à la fin du set, t'as l'une des sœurs qui découvre que c'est sa sœur qui est le tueur, et que elle peut pas tirer. Et elle peut pas parce que c'est sa sœur, elle aime trop, et au final, boum, elle disparaît. Là, bim, Scream 8, chasse à l'homme. On recherche la sœur, éperdument, jusqu'à se mettre en danger. Et au final, cette fois, elle n'hésite pas. Et bah,
et tue sa sœur. Fin de l'histoire. On s'arrête à Ice-Cream. Merci, au revoir. Est-ce que vous validez cette théorie? Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, etc. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur une série cette fois-ci, une série masterclass, je préviens, post-apo. Si vous suivez l'actualité des séries, vous savez de laquelle je parle. Sur ce, c'était Ciné Trip. Salut!